C'est quoi le plus difficile? C'est de mener une réunion de parents ou d'avoir des débats à l'Assemblée? Comment s'est passée cette rencontre avec François Mitterrand? Est-ce que vous êtes plutôt plateau politique ou talk show musical? Il y a un moment, vous avez décidé de ne plus aller sur CNews, par exemple. Un film avec Shah Rukh Khan ou une séance de nuit à l'Assemblée. Vous choisissez. Quand vous allez sur le terrain dans votre circonscription, on vous appelle encore Madame la prof ou Madame la députée? Non, maintenant c'est Madame la députée. Bon, aujourd'hui. Oui. Dieynaba Diop a longtemps enseigné en lycée professionnel. Aujourd'hui députée socialiste des Yvelines, elle incarne une gauche de terrain, ancrée dans les quartiers populaires, franco-sénégalaise, fille d'ouvrier. Et elle se veut à la fois pédagogique et politique. Bonjour Dieynaba Diop et bienvenue pour ce café politique. Je voudrais commencer avec vous, non pas par votre parcours, mais peut-être par un sujet d'actualité, ce qu'on ne fait pas forcément. On enregistre cette émission quelques jours après le 1er mai. Nous avons vu des élus socialistes bousculés, exfiltrés, insultés aussi. Vous êtes donc vous-même député PS, ancré sur un territoire parfois sous tension. Ces scènes auxquelles on a pu assister, selon vous, elles disent quoi de l'état du débat politique à gauche aujourd'hui? Je pense qu'elles disent plutôt une espèce de violence du débat public, où que ce soit d'ailleurs, c'est pas seulement à gauche. C'est pas la première fois qu'on a des infiltrations de Black Bloc à une manifestation du 1er mai, mais c'est vrai que je pense aux camarades qui ont été touchés par ce petit groupe, en fait, ce groupuscule qui est venu en découdre. Ils n'étaient pas là pour manifester. Et puis ce qui me gêne le plus, c'est qu'on n'a parlé que d'eux. Que de cette agression pendant des jours, alors que moi, ce que je veux retenir du 1er mai, c'était plutôt la gauche unique était présente pour défendre les salariés d'ArcelorMittal, justement dans le Nord, avec Olivier Faure, François Ruffin ou encore Marine Tondelier. Et c'est vrai que quand on en arrive à ne plus pouvoir discuter et de ne plus avoir d'échanges, rationnels, on peut ne pas être d'accord, et d'ailleurs ça fait partie de la vie démocratique, mais on a quand même des camarades qui ont été blessés. On a été obligé d'exfiltrer un de mes collègues députés, Jérôme Guedj. Bon, lui il est parti avant que les violences vraiment démarrent. J'ai mes camarades Corinne Narassigan ou encore Yannick Trigance qui ont eu les pétards qui sont arrivés. Et heureusement que notre service d'ordre, auquel je rends vraiment hommage, a été très réactif et a empêché qu'il y ait qu'il n'y ait pas de blessés graves, quoi. Vous parliez de Jérôme Guedj, qui lui est sorti même sous des insultes contre les Juifs qui ont été proférées. Il y a quand même eu une libération inquiétante de la parole sur ces sujets-là, si tant est qu'on puisse parler de parole, puisqu'on rappelle que ça tombe quand même sous le coup de la loi. Voilà, c'est un délit. Vous-même, des fois, vous avez été victime aussi d'insultes par rapport à votre identité. Il y a quand même un débat au sein de la gauche identitaire aussi, proprement parlé, sur ce sujet-là. Moi, je crois qu'on est dans quelque chose qui est... je vous dis, il y a la violence du débat politique. Et l'essentialisation est un vrai sujet, est un vrai problème dans notre société aujourd'hui, où il y a une libération de la parole raciste, haineuse, xénophobe. Et je crois qu'on ne doit pas mésestimer ce que ça peut produire aussi dans les comportements justement quotidiens. Moi, quand on parle de la montée de l'extrême droite et de sa possible accession au pouvoir, moi je dis toujours que ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le mouvement politique en lui-même, mais c'est surtout ce que ça peut libérer de paroles racistes et aussi de comportements. Je pense à cette jeune femme qui s'est vue arracher son voile à Poissy. Il faut être extrêmement vigilant sur ces questions-là. Et je crois que c'est aussi de notre responsabilité en tant que politique d'apaiser le débat et de remettre le curseur là où il faut, c'est-à-dire avoir des débats argumentés et des confrontations qui restent politiques et non pas ni physiques ni injurieuses. Sans tourner autour du pot, je vais quand même vous poser clairement la question. Vos propos s'adressent aussi à l'extrême gauche. Bien sûr. Aussi à Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Aussi à LFI. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas brutaliser le débat public, c'est pas à eux que je m'adresse en particulier, parce que là, en l'occurrence, le 1er mai, c'était vraiment des groupuscules. Et comme c'était des Black Blocs, ils avaient des drapeaux antifa. Mais pour moi, en fait, on peut pas être antifasciste et utiliser les méthodes qu'on dénonce. Je dis simplement que plus nous serons respectueux dans le débat,
toutes et tous, et mieux ce sera pour la compréhension et la défense de nos débats, de nos combats communs. Donc moi, je n'invective ni les uns ni les autres. Je pense que c'est pas mon rôle, mais j'invite vraiment à ce que nous soyons respectueux, notamment du débat public et du débat politique, et encore plus lorsqu'il s'agit des partenaires de gauche, parce qu'on est là pour défendre les travailleurs, et je crois que personne n'a le droit de délivrer des brevets de gauche ou de pas de gauche. Et ensuite, bien sûr, ça permettra peut-être aussi de se réconcilier avec la population dans son ensemble et de les impliquer sur les scrutins, plutôt que de voir une parole, les échanges en tout cas se dérouler de cette manière-là. Vous êtes né à Mantes-la-Jolie, vous avez grandi au Mureau, dans le quartier de la Vigne Blanche, votre père travaillait à Renault, votre mère était présidente de l'association des parents d'élèves. Qu'est-ce que ce cadre vous a transmis ? Il m'a transmis le sens de l'engagement. Et aussi, je crois que ma mère disait toujours, la véritable richesse, c'est d'être riche des autres. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi auprès de parents qui étaient très engagés dans l'éducation populaire. Ma mère était l'une de celles qui avait eu la chance d'avoir fait des études. Mon père était ouvrier chez Renault, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mon père, aujourd'hui, il a un peu plus de 80 ans. Et pourtant, il nous a transmis ce goût de l'école. Et pour lui, l'école républicaine, c'était vraiment un moyen de s'élever. Et c'est pour ça que j'y suis particulièrement attachée à l'école de la République, parce qu'elle m'a tout donné. Je lui ai rendu pendant plusieurs années, 26 ans, ce que moi j'avais reçu. Et aujourd'hui, je sers l'intérêt collectif autrement. Et je crois que c'est ça. Ils m'ont donné le sens du partage, de l'engagement. Et aussi, mon père m'a toujours dit, quand on a des convictions, il faut s'y tenir. Les gens, ils ont besoin aussi d'avoir de la clarté dans ce que vous portez. Et même quand c'est difficile, même quand on est tombé très bas et dans les sondages et dans les résultats politiques, je suis restée socialiste. Et je pense que cette espèce de loyauté, on dit qu'en politique c'est rare, mais moi je suis quelqu'un de très loyal, et puis je crois qu'il faut aussi avoir une sorte de chemin pour que les gens puissent se dire ah ben voilà ce qu'elle défend, voilà ce qu'elle est. Et oui, ils m'ont transmis ça. 2007, vous êtes repéré. 2008, vous rentrez au sein d'un conseil municipal. Vous n'aviez pas encore votre carte au Parti socialiste. Non. Ça veut dire que, et à entendre la réponse à la question précédente, c'était un engagement logique plus qu'un engagement politique ? C'était vraiment plutôt... Oui, vraiment, c'était un engagement logique. Moi, votre parcours, moi je suis une enfant des années Mitterrand. Moi, j'avais 7 ans, je crois, quand il arrive au pouvoir, 81. Moi, je le dis toujours, mais je me rappelle de l'émotion de mes parents lorsque Mitterrand arrive au pouvoir. Et puis, j'ai eu la chance de le croiser parce que ma classe avait été sélectionnée pour l'arbre de Noël. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Et pour moi, c'était naturel d'être socialiste. Je l'ai toujours été. Je n'étais pas encartée. Et donc, je prends ma carte en 2013 seulement, mais... C'était une suite logique de mon environnement politique depuis toujours. J'ai toujours été de gauche et puis j'étais socialiste et je le suis restée. Comment s'est passée cette rencontre avec François Mitterrand ? J'avais 8 ans et demi, je crois. Non, 9. J'avais tout juste 9 ans. En fait, on est tiré au sort. On se retrouve à l'Élysée. Après une interview, on était devenus un peu les stars Puis à l'époque, c'était quand même 1983. FR3 vient nous filmer, mais on passe à la télé le lendemain. C'était très impressionnant, parce que nous, on était vraiment les enfants de ce quartier de la Vigne Blanche. C'était rare qu'on ait pu sortir du quartier, de la ville. Et là, d'un seul coup, on se retrouve au Palais de l'Élysée, on rencontre le président. J'en garde un très bon souvenir avec mes copains, de me dire que on a vu un beau goûter, un beau spectacle. Vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit ? Non, parce que je pense que je lui avais juste dit bonjour. C'est mon copain Cerbère de l'époque qui lui avait posé une question sur la guerre en Iran, vous imaginez, du haut de ses 9 ans. Et il avait juste souri et c'est tout. Il n'avait pas répondu à la question elle-même. On l'a compris, vous avez été enseignante aujourd'hui, vous êtes élue politique. C'est quoi le plus difficile ? C'est de mener une réunion de parents ou d'avoir des débats à l'Assemblée ? Je vous dirais les débats à l'Assemblée. C'est beaucoup plus agité. D'ailleurs, c'est ce que me disent mes élèves. Disons, on était plus calme que vos collègues députés. Je dis, c'est vrai. Non, mais je crois qu'on est dans un moment politique inédit. Et en même temps, je crois que le Parlement n'a jamais eu autant sa place et autant dans son rôle que dans cette configuration où on a 3 blocs, finalement. Et
Et dans ces 3 blocs, c'est aussi le reflet de ce qu'est notre pays aujourd'hui. Donc il faut en tenir compte. Il faut être en capacité aussi d'aller chercher des majorités, d'être dans le compromis, sans être dans la compromission, certes, mais il faut discuter. Et je crois que l'exigence, elle est d'autant plus forte au vu du contexte international, du retour de Trump aux États-Unis, la montée des populismes un peu partout en Europe. Je crois que c'est aussi de notre devoir d'être celles et ceux qui sont en capacité d'offrir une véritable alternative, qui discutent et qui, justement, apportent aussi une sorte d'apaisement du débat public. Cet apport de votre parcours au sein de l'enseignement, on peut peut-être s'y arrêter un petit peu. En enseignant comme ça en lycée professionnel pendant plus de 20 ans, qu'est-ce qu'on apprend de ces jeunes que les politiques oublient parfois? Que ces jeunes ont des aspirations qui sont finalement les mêmes que celles que nous avions quand nous étions jeunes, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une vie heureuse. Moi, je leur posais la question, je disais, c'est quoi votre rêve? Et il y en a beaucoup qui me disaient, moi, je veux vivre bien, être heureux, m'occuper de mes parents, avoir une femme, des enfants. Et ils me disaient aussi que ce qu'ils voudraient, c'était aussi se sentir à leur place. Et je crois que parfois, on oublie que pour cette jeunesse, et notamment quand moi, j'étais au Val-Fouré pendant 23 ans, et je le ressens encore même parfois en étant élu de la République, c'est très difficile de se sentir d'ici quand on n'arrête pas de vous rappeler que vous venez d'ailleurs. C'est très compliqué. Et le fait d'être une députée ne m'exempte pas de ça. Je continue à avoir des injures racistes. On continue de me dire que je suis issue de l'immigration. On continue de me dire que je viens d'ailleurs. On me demande, mais tu viens d'où? Donc je crois qu'il y a aussi ça. Et puis il y a aussi je crois qu'on oublie aussi que notre jeunesse, elle est engagée. Moi, j'entends souvent dire, il n'y a plus rien qui les intéresse, ils se fichent de tout. Non, c'est pas vrai. Ils sont très préoccupés par le climat. Ils se posent beaucoup de questions sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur place dans la société en termes d'emploi, etc. Et souvent, ils ont plein d'engagements, soit des engagements associatifs, humanitaires. Ils sont très mobilisés. Et je crois qu'on a une jeunesse qui est la jeunesse des grandes causes. Mais ils ont besoin pour ça de sentir que leur voix, elle compte. Et souvent, on leur donne pas assez la parole ni l'occasion d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et je crois que ça, c'est ce que les politiques oublient souvent. Et ça doit se faire aussi bien au niveau national que local aussi. Tout à fait. On le voit un peu plus au niveau local. C'est peut-être un des enjeux, alors on n'est pas là pour parler des municipales, mais c'est peut-être un des enjeux aussi pour mobiliser les plus jeunes électeurs, donc à partir de 18 ans, mais en tout cas pour leurs petits frères ou petites sœurs sinon, mais en tout cas à aller voter, à s'engager pour voir que les élus les entendent, les écoutent et leur apportent autre chose qu'un terrain de basket peut-être ou une rampe de skate, quoi. Non, mais je pense que c'est surtout ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut en faire des acteurs au sein de la cité à part entière. Et pas seulement se dire que, allez, on va les envoyer en vacances, on va faire des infrastructures où ils peuvent se retrouver. Non, il faut aussi entendre leur vision du monde, leur vision de la cité, leur vision du pays, et tenir compte de leurs aspirations, parce que finalement, ils seront celles et ceux qui décideront demain de ce qu'ils attendent de leur politique. Et donc, je crois que plus tôt on leur donne de la place et on leur donne la parole, et plus vite on sera en capacité d'entendre leurs besoins, leurs attentes, parce que il faut aussi qu'on soit en capacité, nous, d'être un débouché politique. Et pour être un débouché politique, il faut déjà entendre ce que les gens attendent de vous. Je reviens quand même sur la question des origines dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez, l'idéal ce serait qu'on n'en parle pas en fait et que ça soit naturel. Néanmoins aujourd'hui, le fait d'être une femme, le fait d'être noire aussi, le fait d'être issu d'un milieu modeste, ça a un impact sur la façon dont vous menez la politique et vos prises de décision? Oui, je crois que ça a forcément un impact parce que, je sais qu'on ne me passera rien. Il faut avoir beaucoup plus d'abnégation et d'engagement que quand vous êtes un homme déjà, et d'autant plus lorsque vous êtes une femme noire, issue des quartiers, de confession musulmane. On sait très bien qu'on vous attend à chaque fois pour savoir
à quel moment vous allez avoir un discours qui pourrait ne pas être républicain, à quel moment vous allez être un peu communautaire. Et quand je parle de sécurité, ça intrigue toujours un petit peu, parce que ce sont des sujets que je pense qu'il ne faut pas occulter. Oui, je crois que ça a aussi beaucoup mené ma façon de faire de la politique, parce que je me dis, il faut être sur le terrain, il faut être en proximité. Il faut aussi entendre celles et ceux qu'on entend peu, parce que moi, je fais partie de cette minorité visible. Et en même temps, il faut rappeler aux gens que je suis d'abord la députée de toute la circonscription et qu'il ne faut pas tomber dans l'essentialisation. Et donc, il faut trouver un équilibre subtil entre ce que je suis, ce que je porte, et surtout le fait que je suis aujourd'hui une élue de la République, donc une députée de la Nation, et que je suis là pour représenter toutes celles et ceux qui ont voté pour moi forcément, mais aussi toutes celles et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est une lourde tâche de représenter justement vous êtes la minorité visible, c'est une lourde tâche que de représenter, vous le sentez, ce poids justement ? Oui, parce que vous avez beaucoup de messages hyper positifs quand j'ai été élue, de gens de toute la France et même d'ailleurs. Oui, rassurez-nous, il n'y a pas eu que des insultes racistes et misogynes. Mais vraiment, et des gens qui m'ont dit, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous ressemble. À la télévision, j'ai une jeune fille qui m'a dit, je me posais la question pour mes études, mais du coup, quand je vous ai vu, je me suis dit, go, je vais faire sciences politiques. Parce que finalement, c'est possible. Et donc, je crois que c'est un point important. Il y a beaucoup de symboles. Moi, j'ai reçu des petits jeunes qui sont venus visiter l'Assemblée. Et ils me disent, et ils m'ont dit, maintenant que vous êtes député, c'est quoi l'étape au-dessus? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Et il y a un petit qui l'a regardé, présidente de la République, et j'ai trouvé ça super parce que ça veut dire que ça ouvre le champ des possibles. Oui. Et je crois que c'est c'est un poids, mais c'est aussi un beau symbole, et donc je le vis comme ça, en me disant que j'espère que il y en aura beaucoup plus et qu'on arrêtera de se poser la question de se dire il n'y a pas assez de représentativité à l'Assemblée nationale, et un député, c'est pas juste un homme blanc de plus de 50 ans en costard-cravate qui représente les intérêts des uns et des autres. Donc l'étape d'après pour vous, c'est d'aller prêcher le même message, mais au Sénat. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, c'est bien parce que le Sénat, il s'est beaucoup rajeuni. C'est vrai. J'ai beaucoup de copains socialistes qui sont au Sénat et qui aujourd'hui, et je trouve que ça fait du bien. Je pense qu'il faut aussi que nos instances, nos représentants nous ressemblent. Et ça de manière globale, dans sa variété. Ouais. Moi, je pense à mon collègue Sébastien Pétavy, qui est en situation de handicap. On n'a que 2 collègues qui sont en situation de handicap. Et je crois que ça aussi, il faut l'entendre. C'est que on porte les choses différemment en fonction de qui vous êtes. Et c'est important d'avoir justement cette diversité qui puisse s'exprimer au sein de l'hémicycle, parce qu'elle nous est précieuse et parce qu'elle nous permet aussi parfois d'appréhender des sujets qu'on laisse pas aussi de côté parce qu'on n'est pas directement concerné. Mais prêcher pour ça sans arrêt, est-ce que quelquefois vous n'avez pas envie de baisser les bras parce que il y a un moment où vous avez décidé de ne plus aller sur CNews par exemple, parce que vous vous êtes dit c'est plus la peine? Parce que je me sentais piégée. Et en fait, et c'est vrai que je me pose la question d'y retourner, et je pense que j'y retournerai parce que la politique de la chaise vide n'est pas non plus... ça me ressemble pas non plus, c'est pas dans mon caractère, mais ça veut dire qu'il faut arriver avec beaucoup plus d'argumentation, connaître aussi les conditions du débat, parce qu'elles ont beaucoup évolué, elles ont glissé petit à petit sur CNews, et malheureusement aujourd'hui on se rend bien compte que le débat est biaisé, mais ça pose la question de la concentration des médias dans la main d'un seul homme dont tout le monde connaît la bataille culturelle et civilisationnelle, et qui en plus en a les moyens, donc il faut aussi qu'on légifère pour éviter ce type de choses. On parle de CNews, on va faire une transition vers Cyril Hanouna. Il a été annoncé comme candidat, en tout cas il a annoncé après que c'était qu'une vaste blague, mais ça a organisé tout un buzz. Tout à fait. À titre personnel, en termes démocratiques, je trouve ça peut-être plutôt même inquiétant de prendre les choses comme ça. Vous le ressentez comment en tant qu'élu, quand vous voyez que c'est devenu un jeu, un cirque je crois que beaucoup oublient ce que c'est que d'être élu. Être élu, c'est devoir son mandat à des gens que vous avez réussi à convaincre et à qui vous
vous devez un devoir de représentation. Et moi, je crois que nous avons la chance d'être dans une démocratie. Nous avons la chance de pouvoir être dans un pays où on peut s'exprimer sans aucun problème, où on peut justement être représenté. Prendre par-dessus la jambe le fait de pouvoir être candidat à quand même l'une des plus importantes élections de notre pays, ça prouve aussi qu'il y a comme une sorte de, comment dirais-je, de désacralisation de ce que c'est que la politique au sens noble du terme. Être un politique, c'est être celui ou celle qui porte la voix du peuple, c'est aussi celui ou celle qui légifère, mais ça veut dire pour moi aussi comment faire pour que les gens vivent mieux. Comment faire pour que, justement, on apporte du confort, on apporte de l'équité. Parce qu'on a longtemps parlé d'égalité, mais le terme le plus juste, c'est de l'équité. On sait très bien qu'on n'arrive pas avec les mêmes armes. Il n'y a pas d'égalité en soi. C'est justement cette puissance publique, les services publics qui sont là pour apporter cette équité et remettre à niveau les uns et les autres. Donc je crois que c'est dommage qu'on ait une sorte de caricature comme ça, quasi permanente, parce que ça participe à décourager celles et ceux qui, à un moment donné, se disent à quoi bon, finalement, la politique, c'est juste une vaste blague, alors que c'est tout sauf une vaste blague. Alors, j'ai pas de transition pour la question suivante. Néanmoins, est-ce que vous êtes plutôt plateau politique ou talk show musical ? Talk show musical. Talk show musical. Et ça remonte, alors en préparant cette émission, à votre passion pour Hit Machine. Exactement. C'est vrai. Oui, parce que je suis quelqu'un qui a chanté pendant très longtemps. J'avais un groupe avec les copains adolescents. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs. J'avais un groupe qui s'appelait Kiff. Et je faisais les chœurs pour Mathieu, donc pour Tuse, voilà, et avec ma copine Samira. Et après, j'ai eu un groupe semi-pro sur Paris. Je chantais en cachette une fois par mois. J'allais faire des reprises. J'avais un set de à peu près 30 chansons. Et je faisais des reprises qui allaient de Stevie Wonder à passer par Dido. Je chantais un peu tout, du Patrick Bruel. Vous chantez encore ? Peu, parce que j'ai plus trop le temps, mais c'est vraiment, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup et ça m'a permis surtout de vaincre ma timidité. Oui, c'est un outil de confiance, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça a été un vrai outil de confiance pour vous, ce chant. Ouais. Donc c'est important de l'encourager, même au niveau, on parlait de politique locale, par exemple, pour les plus jeunes aussi. Ouais. C'est pour ça que je dis que faire du théâtre, de la musique, etc., c'est vraiment un moyen de, justement, d'être à l'aise. Si je suis à l'aise à l'oral aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai chanté pendant très longtemps, parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire. Et c'est vrai que ça, oui, la petite fille toute timide que j'étais a vaincu ça en étant adolescente chanteuse dans un groupe de copains. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je reviens à l'actualité. Un autre sujet d'actualité, c'est celui de la proportionnelle. Une réforme est défendue par la gauche pour la proportionnelle, justement, mais ça pourrait avantager, si on suit les chiffres un petit peu, le Rassemblement national. Donc est-ce qu'on peut encore défendre la représentativité, justement, sans fragiliser la République ? Nous, on se dit qu'au Parti socialiste, notre position, ça a toujours été de dire qu'il faut introduire une dose de proportionnelle, parce que ça permet aussi d'avoir une plus large représentativité. Par contre, je nous mets en garde sur le fait qu'on ne peut pas résoudre une crise démocratique en changeant d'outil. C'est pas l'outil le problème. Le problème, c'est cette présomption de défiance qu'il y a entre les Françaises et les Français, les électeurs et la classe politique. C'est ça le véritable problème pour moi. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, on remette sur la table cette question de la proportionnelle, excusez-moi, mais je me dis que ce Premier ministre, encore une fois, essaye de faire plaisir au Rassemblement national et qu'il y a ce désir permanent de courir après l'électorat du Rassemblement national. Et moi, j'ai un principe, c'est qu'on préférera toujours l'original à la copie. Et donc, courir après les voix du Rassemblement national, c'est faire la passe et la courte échelle à ce mouvement alors qu'ils prétendent le combattre. Et la plus belle preuve, c'est que malheureusement, depuis ces dernières années, on a vu à quel point ils progressent. Donc, à nous, à gauche, d'être bons dans notre proposition, dans le projet de société que nous avons à défendre. Et moi, je crois que la proportionnelle, c'est pas la panacée parce que on ne peut pas résoudre une crise démocratique en changeant d'outil. On résout une crise démocratique
en redonnant confiance en nos institutions, en étant en capacité d'offrir un projet alternatif, un projet de société où chacun se sent justement représenté. Vous savez, moi, je suis élue dans une circonscription où on me disait, 1, qu'elle était ingagnable à gauche, 2, avec un fort taux de vote pour le Rassemblement national, notamment sur des présidentielles ou encore des européennes. J'ai rencontré beaucoup de gens sur le terrain. Et eux, ils vous disent, mais moi, je ne vote pas à RN parce que je suis raciste. Ils votent RN parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, des problèmes de sécurité, d'accès aux soins, d'accès au logement. Et puis, il y a surtout un sentiment profond de déclassement, qu'ils ont été abandonnés par la force publique. Eh bien, le meilleur moyen de lutter contre les populismes, c'est de travailler sur ces questions-là. Donc, ça veut dire d'aller sur le terrain, ça veut dire d'échanger, de faire de la pédagogie aussi. Ça ressemble à quoi une semaine type pour une députée ? Semaine type, c'est lundi en circonscription où je reçois des personnes qui ont sollicité des rendez-vous. Ça peut être des associations, ça peut être des particuliers. Ça peut être aussi des visites que je peux faire sur des structures. Par exemple, moi, le vendredi, je suis aussi... en général, lundi, jeudi, vendredi, en fait, du jeudi jusqu'au lundi, je suis en circonscription. Donc, je fais des déplacements, des rendez-vous, etc. À partir de mardi, je suis à l'Assemblée. Donc, réunion de groupe le matin, QAG l'après-midi. Ça peut être des commissions. Je siège à la commission des affaires étrangères, donc ça peut être des auditions de la commission. Le mercredi, c'est commission des affaires étrangères le mercredi matin. De nouveau l'après-midi, questions au gouvernement. Et ensuite, on travaille. Par exemple, là, ce soir, je retourne à l'Assemblée puisque on va discuter de propositions de loi. Ça peut être la libération inconditionnelle de Boualem Sansal. Ça peut être la simplification de la vie économique. On va avoir aussi des débats assez importants sur la fin de vie, qui vont intervenir d'ici 15 jours. Donc, vous voyez, une semaine type, c'est vraiment moitié-moitié. La moitié à l'Assemblée, la moitié sur le terrain. Et moi, je crois que c'est vraiment important. Ce samedi, j'étais sur le terrain, j'étais au marché de Maule. J'ai fait toute la matinée sur cette ville parce que on ne doit pas être présent que pour les moments où on fait campagne. Il faut aussi venir dire ce que l'on fait en dehors et expliquer à quoi ça sert un député. Et quand vous allez sur le terrain, dans votre circonscription, on vous appelle encore Madame la prof ou Madame la députée ? Non, maintenant c'est Madame la députée. C'est bon maintenant, aujourd'hui ? Oui. Même moi, j'ai eu du mal. Hein. C'est vrai ? Au début, quand c'était Madame la députée, j'ai eu du mal. Il a fallu que je rentre dans le costume et... Mais c'est très enrichissant parce que je fais aussi des permanences ouvertes où je dis aux gens, venez discuter, on prend un café, on prend un thé, on parle de l'actualité, posez-moi des questions sur... Et beaucoup ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Et le simple fait de venir poser la question, 10 minutes, un quart d'heure, parfois il reste beaucoup plus longtemps, ça fait du bien parce qu'ils se disent, ok. Mais je crois que c'est important de garder ce contact avec le terrain. Il y aura forcément des prochaines élections législatives, on ne sait pas encore quand, et ça peut être peut-être avant l'été, et ça peut encore jouer sur tout le calendrier électoral, même les municipales. Tout à fait. La politique et vous, c'est pour longtemps encore ? Je crois. Je crois que c'est encore pour longtemps. Sincèrement, il y a encore un an, à cette époque, si vous m'aviez dit que je serais députée, j'aurais souri. J'y croyais pas. Et je crois que je suis entrée en politique par hasard. On est venu me chercher et je me suis vraiment prise de passion pour ça parce que je crois que le fil rouge dans tout ça, le fait d'être enseignante et de faire de la politique, pour moi, c'est d'être utile aux autres. Et tant que j'aurai la sensation d'avoir la possibilité d'être utile aux autres, je continuerai, je pense, à faire de la politique. Sur l'enseignement, juste une dernière question sur la partie enseignement. S'il y avait une matière à ajouter au programme scolaire ? Des ateliers de confiance en soi. Parce que je crois qu'on manque de ça. Nos jeunes, il faut leur dire qu'ils peuvent se faire confiance. Et je crois qu'on avait fait un exercice avec une artiste une fois où on leur avait dit « Écrivez-vous une lettre à vous-même pour dire tout le bien que vous pensez de vous ». Et je crois que ça manque. C'est vraiment de leur donner la possibilité de s'exprimer, d'avoir confiance en eux et d'être plus à l'aise à l'oral. Mais le climat est particulièrement anxiogène aussi pour se projeter pour les plus jeunes aujourd'hui. Oui, mais je crois que justement, si on est en capacité de leur dire que finalement, on n'était pas plus, serein à leur âge et que c'est normal de se poser des questions sur son avenir,
je pense que ça les rassurerait et je crois qu'on manque un peu de ça, de pouvoir accompagner notre jeunesse et de leur dire « soyez vous-même ». Ce qui compte, c'est ça. Pour terminer cet entretien, je vais vous donner quelques phrases, je vous laisse les compléter. D'accord. Pour se faire entendre à l'Assemblée, il faut... Faire preuve de détermination. Un livre que je relis toujours, c'est... Un livre que je relis toujours, Les Impatientes. Parce qu'elle me rappelle à chaque fois que quand on est une femme, rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours se battre contre les préjugés et les cases dans lesquelles on a envie de vous enfermer tout le temps. Si je n'étais pas députée, je serais... Je serais prof. Toujours. Oui, vous toujours. Pas quitté. Je serais prof, ouais. Alors là, vous excuserez ma prononciation, mais un film avec Shah Rukh Khan ou une séance de nuit à l'Assemblée, vous choisissez? Un film avec Shah Rukh Khan, je suis désolée. Alors, il va falloir nous expliquer parce que non seulement j'ai eu du mal sur la prononciation et je ne suis pas spécialiste en cinéma indien. Shah Rukh Khan, c'est la grande star du cinéma Bollywood. Oui. Et effectivement, je crois que j'ai presque vu tous ses films. Et donc, ce sont ces grandes fresques indiennes avec de la danse, du chant. Et moi, j'adore ça parce que, en fait, ça me vide la tête. Et puis, c'est surtout quelque chose qui me vient de ma maman qui regardait beaucoup de Bollywood. Elle m'a transmis le virus que j'ai transmis à mes filles. Ce qui revient souvent chez vous, c'est cette idée d'utilité. Aujourd'hui, avec ce mandat, est-ce que vous avez l'impression d'être à votre place, justement? Oui, parce qu'on travaille je suis à l'intérieur, là où les décisions se prennent. Et puis, je me dis que j'ai une chance incroyable de pouvoir être dans ce moment un peu particulier, au cœur de l'hémicycle. Et le travail qu'on fait, non seulement en commission, mais aussi de groupe sur les différents sujets. Moi, je travaille beaucoup sur l'aide publique au développement, je travaille sur les conflits oubliés, etc., etc. Et en même temps, je suis un relais des préoccupations des collectivités territoriales, les maires, les adjoints, les associations. Donc, j'avais quelques doutes au début, mais là, ça va faire bientôt 1 an et je me dis, oui, je peux être utile parce que parfois, c'est juste transmettre des demandes, être celle qui fait la bonne connexion pour que les gens puissent débloquer des situations. Donc oui, je me sens utile. Merci Diana Badiop, députée PS des Yvelines, d'être venue pour ce Café Politique, émission retrouvée en podcast sur notre chaîne YouTube et également sur l'antenne de TV78.